Bienvenue sur le podcast VARAP. Rejoignez-nous dans notre exploration du monde passionnant de l'escalade. Chaque mois, nous vous présenterons des entrevues avec des grimpeurs professionnels, des passionnés, des critiques d'équipement, des conseils d'entraînement et des histoires de falaises. Que vous soyez un pro aguerri ou un débutant désireux de vous lancer dans ce sport, ce podcast a quelque chose à offrir à tout le monde. Alors, venez avec nous alors que nous grimpons vers de nouvelles hauteurs et découvrons tout ce que la communauté de l'escalade a à nous offrir. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite pour ne pas manquer les prochains épisodes et de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram tout particulièrement. Eh bien, pour ce troisième épisode, on se retrouve avec Jimmy. Jimmy qui a créé Blo Météo. On est en pleine forêt de Fontainebleau, au Rocher Canon, où on s'est retrouvés. Est-ce que tu peux te présenter, Jimmy, et est-ce que tu peux présenter un petit peu Blo Météo ? Eh ben, salut Pierre. Du coup, donc moi, Jimmy, j'ai mis en place la page Blo Météo il y a maintenant presque 4 ans. C'était en septembre 2019. Et donc, du coup, à la base, pour faire un petit historique rapidement, moi j'ai grandi en région parisienne, mais plutôt dans l'ouest parisien. Donc, j'ai découvert tard les rochers de Fontainebleau. Avec mes études, j'ai été amené à bouger un petit peu du côté de Grenoble et après du côté de Clermont-Ferrand. À Grenoble pour faire mon master. Pendant le master, c'est quand même pas mal à ce moment-là que je suis tombé dans la météo. À la base, j'allais à Grenoble plutôt pour m'intéresser à la glaciologie. Et en fait, au fil des stages, des choses comme ça pendant mon parcours universitaire, j'ai atterri dans le milieu de la météo et ça m'a bien pris, bien passionné. Et donc du coup, j'ai continué à me spécialiser là-dedans pendant le master. Tout ça, ça m'a amené à faire un doctorat après, du coup, à Clermont-Ferrand. Donc là, c'était un doctorat en sciences de l'atmosphère. Et je m'intéressais à la pluie dans les Cévennes, ce genre de choses. Et donc toujours sur l'aspect météo. Et une fois que j'ai terminé mon doctorat et qu'après 8 ans d'études, j'étais content d'avoir enfin terminé, j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Et donc c'est là que je suis arrivé à Fontainebleau plus pour grimper. Et depuis, je suis toujours dans les parages. Je suis resté dans le coin, bien tombé amoureux de cette forêt. Et du coup, quand je suis arrivé à Fontainebleau, j'étais dans une colocation avec plein de grimpeurs. Et donc forcément, avec mon bagage par rapport à mes études, on me demandait tout le temps bon, c'est quand que ça grimpe, c'est quand que c'est enfin sec, tout ce genre de questions. Et donc, du coup, vu que je faisais des petits points météo pour les copains, pour les colocs, il y a un moment où je me suis dit ça pourrait être assez pertinent d'en faire profiter un petit peu tout le monde, parce que c'est vrai que la météo à Fontainebleau, elle est pas toujours facile pour grimper. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est née un peu l'idée de faire Blo Météo, de proposer un bulletin, de faire des petits points sur les évolutions en fonction des saisons et tout ça de notre climat. Et donc voilà un peu la genèse, on va dire, de Blo Météo quand je suis arrivé en forêt. Trop bien. Et alors, pour moi, c'est assez brumeux, sans mauvais jeu de mots, ce que c'est que la météorologie et de quelle discipline ça mêle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Parce que quel est le lien entre c'était la glaciologie et la météo ? C'est dans quelle partie du spectre des sciences, toutes ces disciplines-là ? Alors, toutes ces sciences-là, c'est ce qu'on appelle les géosciences. Donc, c'est les sciences en lien avec l'étude et le fonctionnement, l'étude et la compréhension du fonctionnement de notre planète, donc sur différents aspects. Donc, pour la météo, on va être majoritairement sur de la physique. En fait, notre atmosphère, certes, c'est des gaz, mais ça répond à des équations de mécanique des fluides. Ça reste, en fait, on est dans un fluide quand on est dans l'atmosphère. Moins dense que l'eau, mais fluide quand même. Et donc, du coup, c'est ces équations-là qui régissent tous les mouvements dans l'atmosphère. C'est des équations qui vont être plus ou moins complexes en fonction de l'échelle à laquelle on les regarde. Elles restent dans tous les cas pas très faciles, mais
plus on va regarder ça à une petite échelle et plus on va avoir des phénomènes de turbulence, de réchauffement, d'effets localisés qui vont complexifier un petit peu tout ça. Et donc voilà, c'est forcément, qui dit physique dit un petit peu de maths derrière, mais ça reste principalement à la base de la physique, auquel on peut rajouter derrière des mécanismes de thermodynamique, parce qu'on a le soleil qui va réchauffer le sol, qui va réchauffer le sol, l'atmosphère. Ça va avoir aussi des effets, des conflits de masse d'air chaud, de masse d'air froid, toutes ces choses-là qui vont venir influencer les différents mouvements qu'on peut avoir dans l'atmosphère et à terme, du coup, faire des perturbations, les anticyclones, les dépressions qui après vont nous affecter, vont faire une météo différente un peu chaque jour. Et tout ça, c'est cristallisé par des modèles mathématiques, c'est ça? Et après, tu essayes d'appliquer ces modèles mathématiques à la prédiction, c'est ça? Alors, les modèles de prédiction, c'est déjà des modèles physiques. Ok. Alors, dans les modèles, on peut voir, donc c'est pas une boîte noire, mais on va dire qu'en fonction de la taille qui nous intéresse, en fait, chaque modèle vont avoir des tailles un petit peu différentes de mailles. En gros, pour schématiser, un modèle météo, on va avoir une représentation de l'atmosphère et du sol qui va être découpée en mailles, donc des petits carrés de différentes tailles. Et on appelle ça même des voxels pour la partie atmosphère, donc c'est des mailles cubiques. Et en fonction de la taille de ces mailles, ça va définir la résolution du modèle. Ouais. Et en fonction de la résolution du modèle, on va avoir certains aspects qui vont être plus ou moins bien représentés. Donc pour prendre un peu deux cas extrêmes dans les modèles qu'on peut avoir à disposition, on va avoir par exemple des modèles globaux qui couvrent l'ensemble de la planète. En général, ces modèles-là, ils vont avoir une résolution de l'ordre de 25 km. Si tu donnes un exemple, là, par exemple, ces modèles-là, c'est ceux où on voit les cyclones ou ce genre de choses? Exactement, ça va être en général, c'est nous ce qu'on appelle des modèles de grande échelle qui permettent du coup d'avoir une idée générale de la situation, qui vont pas être forcément très précis en localisation, parce que forcément, si la maille elle fait 25 km, il peut se passer plein de choses dans cet espace-là. Mais ça va permettre ça permet d'avoir une tendance sur les grands mouvements à l'échelle de l'atmosphère et surtout du coup de manière globale. Et c'est aussi des modèles qui sont intéressants parce qu'ils ont du coup, vu qu'ils sont assez larges, ils vont dans leur temps de calcul, ils vont permettre d'aller chercher assez loin dans la durée et donc du coup de pouvoir avoir des prévisions jusqu'à moyen terme, donc de l'ordre de 10 à 15 jours. Et ensuite, pour affiner ce qui va se passer à un endroit plus particulier, on va avoir des modèles qui vont avoir des mailles de plus en plus fines. Donc là, si on retourne à l'autre extrême, dans les modèles donc qu'on appelle opérationnels, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés tous les jours par les instituts météo, on va avoir par exemple pour le cas de Météo France, le modèle Arome, qui a une résolution de 1,3 km. Donc ça, c'est ce que tu vois, par exemple, dans Est-ce qu'il va pleuvoir dans l'heure, c'est ça? Exactement, Ok. exactement. Et donc ces modèles-là, ils ont, en fonction de la résolution des modèles, on va pas avoir exactement les mêmes fonctionnements et les mêmes méthodes de calcul, parce que forcément, un modèle qui a des mailles plus fines, ça va demander beaucoup plus de temps de calcul pour faire les équations sur chaque maille du modèle. Et donc, en fonction de la résolution qu'on a, on va avoir ce qu'on appelle des paramétrisations, c'est-à-dire qu'il y a certains phénomènes physiques de l'atmosphère qui vont prendre beaucoup trop de temps à résoudre au niveau du calcul, et donc qui vont être un petit peu simplifiés et paramétrés pour pouvoir accélérer les temps de calcul. L'idée d'une prévision météo étant que la prévision doit sortir avant que Idéalement, ouais. que la période arrive en réalité. Et comme j'expliquais au début, plus on va descendre en résolution, plus il va y avoir de mécanismes, notamment donc la turbulence, ce genre de choses, de petite échelle qu'il va falloir réussir à prendre en compte et qui rajoutent encore plus au temps de calcul et tout ça. Et donc
Donc ça, c'est des modèles qui sont déjà existants. Et en gros, après, derrière, ces modèles, ils proposent un scénario d'évolution de l'atmosphère. Et sur ce scénario de l'évolution de l'atmosphère, il y a différents paramètres qui vont être calculés, donc notamment la température, l'humidité, la pluie, toutes ces choses-là. Et après, le rôle du prévisionniste dans tout ça, parce que vu que c'est une simulation, une prévision et un scénario d'évolution de l'atmosphère, on peut, le modèle ne peut se tromper dans cette évolution parce qu'il y a, comment dire, la météo et notamment les équations physiques qui sont utilisées, elles répondent pour le coup à une théorie mathématique qui s'appelle la théorie du chaos. Mhm. Et c'est quelque chose qui, quel que soit notre degré de compréhension, Est-ce que tu peux essayer d'expliquer la théorie du chaos? je vais essayer d'expliquer ça. En fait, c'est le meilleur moyen d'illustrer la théorie du chaos, c'est la fameuse phrase Papillon, non? C'est ça? exactement, un battement de papillon quelque part dans le monde génère une tornade ailleurs. C'est possible? C'est très extrapolé, mais dans l'idée, c'est le fait que voilà, et même si on a les meilleures mesures possibles à un moment donné de notre atmosphère, on ne sera jamais capable de vraiment prendre en compte tous les mouvements qu'il peut y avoir dans l'atmosphère. Donc typiquement, le battement d'aile d'un papillon, ça c'est quelque chose qui pourra jamais être mesuré précisément pour le prendre en compte dans un schéma d'évolution de l'atmosphère. Et donc, et en fait, ça a été découvert, enfin, ce phénomène-là lié à l'atmosphère a été, alors, j'ai plus les dates en tête et j'ai plus non plus le T'en prénom. tiendras pas rigueur. Mais en plus, si je me trompe pas, il me semble que c'est un Norvégien qui avait trouvé ça avec un nom un petit peu imprononçable. Ok. Donc, je vais pas faire d'affront à nos amis norvégiens qui écoutent ce Ils sont podcast. très nombreux. Donc, Et en fait, cet aspect-là chaotique de notre atmosphère, il a été découvert justement en faisant une simulation de l'atmosphère avec des équations de base. Et le scientifique en question avait mis en pause son calcul. Et quand il est revenu de sa pause, plutôt que de relancer toute l'expérience et le temps de calcul qui était nécessaire, il a décidé de repartir de là où il était dans son calcul et en re-rentrant manuellement dans son modèle les données qu'il avait à ce moment-là. Sauf que le modèle, il sortait des valeurs à 6 chiffres après la virgule, et lui, dans son système d'acquisition, il pouvait en mettre que 3. Et juste cette différence-là, d'avoir par exemple 1,000 au lieu de 1,00045 par exemple, et au bout de quelques itérations de son modèle, il s'est rendu compte qu'il y avait un décalage avec les courbes qui étaient normalement prévues. Et donc au début, c'était un peu l'incompréhension, mais rapidement, ils ont compris qu'en fait, voilà, par nature, notre atmosphère a ce côté chaotique qui fait que voilà, un scénario peut être pertinent, mais c'est un scénario parmi une multitude d'autres en fonction de la justesse des mesures qu'on a pu faire de notre atmosphère à un moment donné. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi pouvoir prendre en compte au moment de faire la prévision. Et donc pour ça, on va avoir un outil, heureusement, qui nous aide pas mal aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les prévisions d'ensemble. Et donc ça, les prévisions d'ensemble, si on refait un peu le même jeu de faire tourner un modèle pour avoir un scénario, sauf qu'au lieu de le faire qu'une seule fois, on va le faire pour un modèle donné 15, 20, 30 fois. Et du coup, ça va nous donner un spectre de scénarios possibles. Donc souvent, ça va être représenté plutôt par des courbes. Et dans l'idée, avec ces prévisions d'ensemble, tant que toutes les courbes ont à peu près la même évolution, ça nous permet d'avoir une idée de la fiabilité et de la pertinence des modèles sur jusqu'à une certaine échéance. Et quand on commence à voir que les courbes se dispersent, ça veut dire on perd en fiabilité, et de deux surtout, ça veut dire qu'il y a plusieurs scénarios qui peuvent être possibles. Et donc là, après, c'est aux prévisionnistes de mixer le plus d'informations possible pour essayer d'anticiper le scénario qui sera le plus probable.
Pour en revenir à la météo télé, c'est un peu l'indice de pourcentage de chances que ça arrive, c'est ça? L'indice de confiance, Ouais, exactement, OK. c'est pour prendre un petit peu en compte ça. Mmh. Et en fonction des périodes, bah, les indices de confiance peuvent être assez bons et on peut avoir une bonne vision assez fiable du temps qu'il va faire sur les 4-5 prochains jours. Comme à l'inverse, il y a certaines périodes où la fiabilité elle peut être de l'ordre de 24-30 heures maximum. Et après, derrière, c'est déjà trop chaotique et ça se disperse, quoi. On te sent vraiment, passionné par ce genre de sujet. Qu'est-ce qui a fait que dans ta jeunesse, tu t'es orienté vers ce genre de discipline scientifique? Alors le côté environnement, comprendre, comment notre terre fonctionne, la nature et tout ça, c'est quelque chose, je pense que j'ai eu depuis tout petit en moi. Et avec le côté curieux, bah, ça m'a amené assez rapidement vers ces aspects-là quand, j'ai commencé à avancer dans les études. En tout cas, tout ce qui était en lien avec l'environnement, ça m'a tout de suite attiré de ce côté-là. Et après, bah, c'est pendant les études où là, vraiment, la météo, bah, au hasard un peu d'un stage en fin de licence, en fait, m'a fait tomber là-dedans. Ça m'a fait découvrir les phénomènes de mousson africaine, de lignes de grains, d'orage, de cycles de pluie, de saisons sèches, de saisons humides, de choses comme ça. Et puis de commencer à comprendre comment ça fonctionne, notre atmosphère, ouais, ça m'a encore plus passionné après tout ça. Et alors, sans quiz, ta thèse, donc, pour terminer sur ta formation, ta Ouais. thèse, c'était quoi le sujet? Tu peux nous faire le thèse en 2 minutes? Ouais, alors ça, bon, ça fait un petit peu longtemps, donc déjà je vais essayer de retrouver le sujet. Donc mon sujet de thèse, c'était, parce que c'est toujours marrant les sujets de thèse, c'était l'étude de l'impact orographique sur la microphysique horizontale et verticale des précipitations. Camoulox. Donc en gros, pour schématiser, pendant ma thèse, je m'intéressais à l'impact. Donc l'impact orographique, c'est en gros l'impact du relief. Donc là, moi, c'était spécifique sur les Cévennes et spécifique sur le sud de l'Ardèche. J'avais un terrain, j'ai eu la chance de pouvoir faire du terrain en météorologie avec une campagne d'observation où on avait été mettre avec le laboratoire différents instruments de mesure, des radars, des choses comme ça pour mesurer la pluie et observer la pluie. Et nous, ce qui nous intéressait, du coup, c'était de voir si le relief pouvait avoir un impact sur la genèse des précipitations, sur leur intensité, et de faire des différences entre vraiment les zones de montagne, les zones de plaine qui sont assez proches et qui peuvent recevoir dans cette zone-là des cumuls de pluie vraiment très différents et qui vont en plus derrière avoir un impact sur tout ce qui va être les crues éclairs qu'on peut connaître en général plutôt à la période de l'automne dans le sud de la France, en tout cas tout autour du bassin méditerranéen. Là, les derniers gros en date qu'on a pu avoir, je pense en 2011, il y avait eu les crues à Draguignan. Ensuite, il y avait eu des crues assez spectaculaires du côté de Montpellier, du côté de Cannes. Donc voilà, tous ces phénomènes de crues, à la base, ils sont générés par des systèmes orageux qui se forment sur les reliefs. Et donc voilà, nous, le but, c'était de comprendre comment la pluie tombe sur les reliefs et dans quelle mesure les pluies se sont renforcées ou pas par ce relief pour essayer de mieux les prendre en compte justement dans les modèles et pouvoir à terme essayer d'améliorer cette prévision-là. Parce qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts de recherche qui peuvent être faits sur cette question, on n'est pas encore complètement capable, à part en suivant en direct l'évolution sur une journée à risque, on n'est pas capable aujourd'hui de dire 24 heures à l'avance, c'est dans cette vallée-là que le plus gros orage va se déclencher, va rester stationnaire et risque de générer une crue. Ça, pour l'instant, on en est encore loin, mais voilà, il y a des travaux de recherche qui sont faits pour essayer de mieux comprendre tout ça et de pouvoir les prendre en compte ensuite dans les modèles et essayer d'améliorer en tout cas cet aspect de prévision. C'était pas 2 minutes, mais c'était très clair. Bah parfait. Et donc, tu fais ce doctorat
Et maintenant, tu es en postdoc. Où est-ce que tu en es professionnellement? Parce que Blo Météo, j'imagine que c'est pas ton métier à 100%. Exactement, c'est même pas du tout mon métier, là, Ok. c'est quelque chose que je fais complètement par passion et bénévolement. Et donc là, alors effectivement, la suite logique derrière la thèse, c'était de continuer en postdoc. Au début, la priorité, ça a été quand même de me prendre une année pour moi, pour souffler un petit peu après les études et du coup, notamment, profiter d'être dans cette forêt et de pouvoir grimper et tout ça avec les copains. Et après, j'ai commencé à regarder pour les postdocs. Donc, c'est vrai qu'avec mon doctorat, moi, je m'étais pas mal spécialisé et j'aurais bien aimé continuer dans tout ce qui touche à la météo de montagne. Et il n'y avait pas forcément beaucoup de propositions de postdoc, on va dire, spécifiques à ce domaine-là. Dans les postdocs que j'avais trouvés qui étaient vraiment très intéressants, malheureusement, il y en a un qui a un petit peu capoté au dernier moment où ils m'ont prévenu un peu sur le tard que finalement, ils avaient déjà un candidat qui avait été retenu. Et donc, du coup, je me suis retrouvé au bout d'un moment avec pas de postdoc sous le coude et avec la fin de ma période de chômage qui arrivait. Donc là, il a fallu commencer à réfléchir un petit peu à faire autre chose. Et du coup, le hasard m'a amené à rester dans la forêt. J'ai d'abord fait une saison en tant qu'agent d'accueil dans un camping dans le sud de la forêt, du côté de Boulancourt, vers un peu en dessous de Butier. Et j'ai été un petit peu, entre guillemets, au culot au début parce que c'est quelque chose que j'avais pas jamais fait. Mais je me suis dit, enfin, en tout cas, voilà, j'avais cette plus-value, entre guillemets, de dire, c'est un camping qui est orienté pour les grimpeurs. Je connais bien la forêt, je peux éventuellement apporter du conseil là-dessus. Et puis, j'ai ce petit bagage météo qui peut être intéressant pour un camping ou en tout cas pour quelque chose où on est en plein air. Et du coup, ça a bien matché avec les gérants. Du coup, j'ai fait ma saison au camping qui était très chouette. Et derrière, voilà, bon, en tout cas, ça m'a conforté et j'ai continué du coup à avancer sur l'idée de Blo Météo pendant ce temps-là. Et maintenant, là, depuis, alors, parce qu'après, il y a eu la petite période parenthèse Covid qu'on a tendance un peu à oublier, mais T'es allé en forêt sans rien dire à personne. non, pas, Non? pas, pas beaucoup. En tout cas, pas pendant le premier confinement. Et Il paraît qu'il y a des gens qui ont fait ça. oui, c'était le jeu du chat et de la Ouais. souris, hein. Et après les autres confinements, on avait un peu plus de liberté. Donc, le rayon de 10 km autour de la maison, il y avait déjà suffisamment de quoi grimper pour Ouais. pour pas avoir forcément envie d'aller plus loin. Et depuis, du coup, depuis ces périodes de Covid, là, maintenant, je travaille à la salle Karma à Fontainebleau. Et donc, du coup, c'est un très bon mix pour moi parce que je travaille à mi-temps, donc ça me laisse quand même pas mal de temps à côté et pour faire mes bulletins, pour mes petits posts Blo Météo et tout ça. Ça me laisse du temps aussi pour pouvoir aller en forêt. Et en même temps, en étant sur place quand je suis au travail, j'ai aussi ce luxe de pouvoir interagir régulièrement avec des grimpeurs qui sont souvent en forêt et tout ça. Et du coup, d'avoir des échanges super intéressants sur les condis à un moment donné pour tel ou tel bloc. Donc, du coup, voilà, c'est un très bon compromis en termes de travail et de passion à côté. Et tu penses que tu vas y retourner dans la recherche ou c'est une partie de ta vie qui est derrière toi? Alors maintenant, ça commence à faire longtemps, donc je pense que j'aurais du mal à raccrocher Le la wagon académique, ouais. possibilité le retour dans le milieu académique. C'est peut-être pas impossible, mais en tout cas, ce sera beaucoup plus compliqué. Et d'une certaine manière, en fait, je me sers de Blo Météo pour garder un petit pied justement dans ce fonctionnement de recherche qui m'avait quand même beaucoup plu pendant le doctorat. Et donc, notamment, ça passe par les petites analyses que je peux faire via Blo Météo à chaque saison. C'est quelque chose que j'aime bien faire, de regarder le, le temps qu'il a fait pendant l'hiver, pendant le printemps, à chaque saison, et de comparer ça avec le climat normalement normal qu'on devrait avoir à ces périodes-là. Et ce que je pense que c'est quand même pertinent et assez intéressant de voir actuellement comment notre climat évolue et évolue vite.
Et donc, bah, forcément, pour faire ces choses-là, ça me force à récupérer les données, à jouer avec ces données pour sortir les graphiques qui sont les plus lisibles possibles, en tout cas qui apportent le plus facilement une information pertinente. Ça me force aussi à aller voir ce qui se fait à gauche, à droite. Donc voilà, ça me permet de garder quand même un petit pied dans tout ce milieu-là et par d'autres aspects aussi, par exemple, je m'intéresse de plus en plus à la géologie. Et donc, du coup, voilà, tous ces aspects-là de lien entre la géologie, l'atmosphère, et notamment pour Fontainebleau, bah, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont faites dessus. Mhm. Et donc bah, ça veut dire passer par essayer de trouver les bons mots-clés pour aller chercher des articles scientifiques qui peuvent traiter de près ou de loin d'une question similaire, d'essayer d'extrapoler ça à Fontainebleau. Donc voilà, tout ce genre de petites choses qui au final, c'est pas de la recherche officielle académique, mais en tout cas, moi, ça me laisse un petit pied là-dedans à mon échelle. Ouais, je comprends cette passion. Moi, c'est un truc que c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment avoir dans le podcast. C'est un géologue, tu vois, Mhm. pour vraiment parler du grès, des différents types de roches, des différents types de comment dirais-je, de grippe qu'il peut y avoir sur Ouais. telle ou telle roche. Qu'est-ce que ça change d'escalader là-dessus? Et je pense que sur Fontainebleau, il y a vraiment, enfin, ce massif, il est incroyable. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses à dire en termes de géologie. Ouais, complètement, ouais. Et donc revenons un peu sur Blo Météo. Mhm. Donc essaye d'expliquer au grand public, quelqu'un qui ne serait jamais sur la page, qu'est-ce que c'est que le bulletin météo, à quoi ça sert, pour qui, à qui c'est destiné. Essaye de nous faire un petit résumé de ça. Ouais. Et bah, du coup, au niveau du bulletin, l'idée, c'est de donner une information météo spécifique pour la région de Fontainebleau. Quand je dis région de Fontainebleau, c'est vraiment forêt de Fontainebleau côté Seine-et-Marne et un petit peu étendu sur l'Essonne où on a encore des secteurs de grimpe jusque dans la vallée de l'Essonne et un petit peu plus à l'ouest. Et dans l'idée, donc ce bulletin très localisé, bah, il est destiné principalement certes aux grimpeurs, mais il peut être utilisé par toute autre personne qui évolue dans cette forêt pour aller faire du vélo, de la marche. Voilà, ça reste un bulletin accessible à tout le monde sur l'aspect purement météo classique, on va dire. Et moi, dans le bulletin, vu qu'il est quand même un peu plus orienté pour les grimpeurs, j'essaye de prendre en compte de manière un peu plus spécifique les paramètres qui me semblent pertinents pour l'escalade. Donc ça va passer par la température, l'humidité et le vent principalement. Et donc du coup avec cette petite spécificité dans le bulletin de rajouter un aspect qui pour le coup est un petit peu plus empirique et comment dire, en tout cas expérimental on va dire, d'essayer de faire une prévision des conditions de rocher en forêt à l'avance. Mhm. Donc ça, voilà, ça reste expérimental. Il y a encore des fois où je me fais avoir. Il y a des périodes qui sont plus simples que d'autres. Dans les périodes plus compliquées, ce qui est chouette, c'est que si je sollicite un petit peu les personnes qui suivent Blo Météo, j'ai rapidement pas mal de retours de différents endroits de la forêt qui me permet, si moi je peux pas être forcément toujours en forêt, d'avoir un aperçu à différents endroits de comment ça peut avoir séché ou pas. Il y a des fois, c'est assez surprenant dans les deux sens, comment ça peut rester mouillé ou comment ça peut sécher vite. Et donc voilà, ça c'est la plus-value, on va dire, de Blo Météo pour les grimpeurs dans le bulletin. Donc dans ce bulletin, il y a plein d'informations différentes. Chacun, en fonction de son niveau d'escalade et son niveau de connaissance météorologique, il trouve ce qu'il veut. Moi, par exemple, de mon petit niveau, je regarde le nombre de points, c'est-à-dire Ouais. la qualité de la grimpe. J'imagine que pas mal de gens font comme ça. Tu mets aussi des cartes sur un des postes du bulletin. Mhm. Comment est-ce que tu trouves tes sources? Comment est-ce que tu essayes de faire en sorte de mettre telle information plutôt qu'une autre parce qu'elle a un lien avec l'escalade ou pas? Comment est-ce que tu as construit ce bulletin finalement? Alors du coup, ce bulletin, moi, quand je le construis, c'est ma source principale, c'est le site Météo Ciel. Il y a plusieurs sites de météo en France qui sont disponibles, mais ce site-là en particulier, on a vraiment accès à
énormément de modèles, énormément de cartes qu'il faut pouvoir après aller chercher sur le site et utiliser comme il faut. Mais en tout cas, c'est de loin un des sites les plus complets à mon sens. Ils ont la bonne maille, parce que tu nous parlais de maille au début du podcast, mais est-ce qu'ils ont la bonne taille et les bonnes données sur cette région de Fontainebleau que Ouais, tu traites? typiquement, ils ont un partenariat avec Météo France pour avoir les données de modèles. Donc là, chez Météo France, on va avoir le modèle Arome sous 2 déclinaisons, une avec les mailles à 1,3 km, l'autre à 2,5, qui met un petit peu moins de temps à calculer vu que les mailles sont un peu plus grandes. C'est petit ou c'est grand comme maille? Je me rends pas compte. C'est quand même ce qu'on appelle des modèles à haute résolution. C'est-à-dire que pour descendre sur des mailles plus petites, on arrive plus dans le domaine des modèles de recherche. Donc on est vraiment dans nos capacités actuelles de calcul, on est vraiment dans les plus petites mailles qu'on peut faire qui sont calculées assez vite pour pouvoir faire de la prévision. Ok. Si on passe sur des mailles plus petites, ça existe plus dans le monde de la recherche, mais ça prend un temps de calcul incroyablement plus long pour des échéances qui vont beaucoup moins loin. Donc c'est pas très pertinent pour faire de la prévision. Et là où c'est intéressant avec Météo Ciel, c'est qu'on peut rapidement mixer les modèles de différents organismes. Donc c'est-à-dire ils vont pas avoir que les modèles de Météo France. Il y a des modèles allemands, il y a des modèles anglais, il y a des modèles italiens, il y a des modèles américains, des modèles à l'échelle européenne. Et en fait, c'est le mix de tous ces modèles-là. Alors, ils ne sont pas forcément tous pertinents pour la région de Fontainebleau. Donc après, on va dire qu'au début, je faisais un peu une veille de regarder tous les différents modèles qui sont disponibles, de voir lesquels sont pertinents et corrects sur vraiment la zone de Fontainebleau. Et au fur et à mesure du coup de faire les bulletins, globalement maintenant j'utilise principalement 2 modèles à haute résolution, donc ça va être le modèle de Météo France et le modèle allemand Icon D2, qui a un fonctionnement un tout petit peu différent dans ses mailles, mais qui a un temps de calcul assez rapide et qui couvre du coup en tout cas la région une bonne partie de la France et qui marche bien du coup sur la France aussi. Et après, ça va être pour justement plutôt l'aspect tendance à moyen long terme, le modèle européen ECMWF et le modèle américain GFS, qui eux sont des modèles avec des mailles plutôt larges, mais qui ont l'avantage du coup d'aller beaucoup plus loin dans la durée et donc d'essayer d'avoir un peu les tendances pour au-delà de 4-5 jours, quoi. Et c'est quelque chose que tu fais sur le bulletin, de donner les prévisions à une semaine ou à 5-6 jours? Alors, c'est quelques petites lignes à la fin du bulletin. Il y a un petit aspect les jours suivants et où là, j'essaie de donner une indication sur justement la fiabilité ou pas des prévisions à moyen terme. Parce qu'il y a des fois où, quand c'est fiable, et ben, autant en profiter et de pouvoir annoncer à l'avance que la période va rester stable pour plusieurs jours, qu'il n'y a pas trop de questions à se poser, que ça va être bien. Comme à l'inverse, il y a des fois où bah, c'est complètement pas aléatoire, mais c'est vraiment, ça se disperse très très vite dans les modèles. La fiabilité, elle est de l'ordre de 24-48 heures. Et donc là, c'est aussi, à mon sens, intéressant de pouvoir, en tout cas, d'être capable de dire, bah là, pour dans 3 jours, on n'est pas capable pour l'instant d'estimer un scénario plus probable qu'un autre. Faut attendre de voir l'évolution dans les modèles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté un petit peu dans le bulletin il y a quelques mois maintenant, sur le côté des zones des prévisions pour le jour même et le lendemain. J'ai rajouté un petit indice de fiabilité. Donc ça, c'est c'est vraiment la vision que j'ai de la fiabilité des modèles. Et je pense que c'est aussi important de pouvoir passer l'information que bah, là, même en étant spécialiste sur la question et d'essayer d'avoir le meilleur scénario possible, bah, il y a des fois où il y a quand même encore des incertitudes qui planent. Et donc, bah, ça me paraît pertinent de pouvoir dire, voilà le scénario que moi je pense être le bon, mais il y a des incertitudes, donc éventuellement, il peut y avoir certaines choses qui peuvent bouger, parce qu'on est
ça reste, comme on disait un petit peu au début, ça reste effectivement quelque chose de scientifique, mais chaotique. Et donc, on ne maîtrise pas tout. Et ça me paraît important d'être capable, de pouvoir dire, là, on n'est pas forcément sûr de ce qui va se passer. Et euh, dans les différents paramètres que tu donnes dans le bulletin, donc il y a la température, il y a le taux d'humidité. Mhm. Parle-nous un peu de chacun des différents paramètres que tu donnes en fait. Pourquoi est-ce que tu les as choisis? Parce que tu trouves qu'ils sont pertinents? Parce que c'est des canons de la météo? Parce que c'est spécialisé pour l'escalade? Ou enfin, tu vois, comment est-ce que tu as décidé de prendre tel paramètre et plutôt que tel paramètre? Parce que j'imagine que sur Météo Ciel, par exemple, tu as toute une pléthore de paramètres qui ne sont pas forcément pertinents pour nous, le grand public. Oui, oui, clairement, il y a pas mal, il y a pas mal de paramètres dans les sorties de modèles que je vais, moi, utiliser plus pour affiner, par exemple, des situations orageuses, des situations de neige, les situations de blocage de l'humidité, par exemple, dans les périodes hivernales, comme on a pu en avoir quelques-unes cette année. Donc là, sur ces aspects-là, effectivement, je vais aller chercher moi des informations plus spécifiques qui sont pas pertinentes pour le grand public. Après, voilà, c'est aussi le travail du prévisionniste d'aller chercher ces informations-là et de les synthétiser. Et non, clairement, dans le bulletin, là, la plupart des paramètres que je donne, ça va être effectivement un peu les classiques d'un bulletin de prévision. Donc la température, la pluie, le vent, principalement. Ça, c'est vraiment les gros classiques. Le petit pictogramme pour essayer de donner un aperçu comment ce sera dans le ciel. Pour tous les amateurs du JT, de la météo de la télé, quoi. Exactement, voilà. C'est pas la carte avec Evelyne Delia qui présente devant, mais c'est un petit Je résumé. te verrais bien, pourquoi pas. Et après, je dirais que sur l'aspect vraiment purement, je dirais que le petit plus qu'on n'a pas forcément dans tous les bulletins, dans tous les types de bulletins météo, ça va être l'aspect humidité relative, qui est un paramètre qui, pour le coup, est pertinent pour l'escalade, pour différents aspects, que ce soit dans les aspects de conditions de séchage du rocher, ou en tout cas de si le rocher va être vraiment bien sec. Et aussi pertinent pour les questions de peau, parce que les grimpeurs ont toujours des problèmes avec leurs doigts et avec leur peau. D'une personne à l'autre, chacun a des peaux différentes qui vont réagir différemment en fonction des conditions extérieures. Et du coup, là, pour cet aspect-là, le fait d'avoir une information sur l'humidité, ça peut jouer parfois sur les sensations qu'on peut avoir après pour la grimpe. Et alors, parmi tous ces paramètres, on va les détailler un petit peu, mais commençons par là. C'est quoi les meilleures conditions selon toi? Il faut qu'il y ait 5 points pour venir grimper. À partir de combien de points du bulletin Blo Météo on peut venir grimper en forêt? Alors, Et pour affiner un peu, ouais, parce que c'est vrai que cet indice moi je les appelle les brosses d'or quand il y en a 5. En fait, c'est un point avec une petite brosse pour brosser les blocs. Et du coup, sur cet aspect-là, donc, qui reste expérimental et très subjectif, clairement. très sincèrement, moi j'en ai parlé autour de moi, Mhm. c'est ce que les gens regardent. Oui, Tu oui, vois? bah, ça m'étonne pas, et c'est aussi pour ça à la base que je l'avais mis en place, ce système-là, pour essayer d'apporter une information là-dessus. Et là où il y a eu de l'évolution, c'est que, par exemple, voilà, moi, je vais prendre mon cas personnel. Pour moi, les meilleures condis que je peux avoir à Fontainebleau, ça va être autour de 0 degré, on va dire entre 0 et 5 degrés, plutôt sec, avec du vent un petit peu fort comme on peut avoir aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est les top condis. Mais au fur et à mesure des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres grimpeurs en forêt, c'est clairement pas des conditions qui conviennent à tout le monde. On va dire que c'est les meilleures conditions de grimpe, mais pas forcément les meilleures conditions d'une journée à Fontainebleau, quoi. C'est pas forcément les meilleures conditions d'une journée, et même en termes de conditions de grimpe, ça va pas forcément être les meilleures conditions de grimpe pour tout le monde. Et donc là, on retombe sur la problématique de la peau des grimpeurs. Moi, je vais avoir tendance à avoir une peau qui transpire facilement et qui est assez molle.
Donc du coup, il me faut du froid sec pour avoir une peau un peu plus dure et qui va moins transpirer et pour avoir du coup une bonne friction sur le rocher. À l'inverse, il y a des personnes qui ont déjà une peau naturellement dure et qui va pas avoir tendance à beaucoup transpirer. Et là, typiquement, ça va être dans ces périodes comme en ce moment où on a des températures, on va dire, entre 10 et 15 degrés avec du vent et une humidité pas trop basse, où là, pour ces personnes-là, c'est là les meilleures conditions. Et donc là, typiquement, si on regarde le bulletin de ce matin et même d'hier, j'ai mis les 5 brosses pour dire que là, on avait pour la saison des conditions qui sont quand même vraiment pas mal. Même si pour moi, on est clairement déjà dans des conditions qui sont trop chaudes personnellement, j'aurais pas mis les 5 brosses. Ok. Mais maintenant, je sais qu'il y a des personnes pour qui, au final, ces conditions-là peuvent être très bonnes. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir élargir l'éventail. Et dans tous les cas, ça donne une indication sur le fait que, effectivement, là, pour la saison, on est mi-fin mai avec un peu de fraîcheur, des conditions sèches et du vent de nord. C'est pas non plus toutes les années qu'on a des mois de mai comme ça. Donc là, faut aussi le voir comme voilà, un paramètre qui donne une indication sur bah là, pour la saison, on a des bonnes conditions. Ouais. Je pense que c'est un truc qu'il faut dire, c'est que pour beaucoup de gens qui découvrent le bloc en extérieur parce qu'ils ont découvert le bloc en salle, Mhm. c'est une grosse partie des gens qu'on peut croiser dans les forêts en ce moment. En fait, il faut dire et redire que l'hiver n'est pas une saison morte pour l'escalade d'extérieur. Pas du tout, ouais. C'est même en tout cas à Fontainebleau, c'est même une période, on va dire, entre la fin de l'automne et début, milieu du printemps. C'est la période où il y a beaucoup de blocs très durs et qui nécessitent justement une certaine friction et la fameuse collante de Fontainebleau qu'on va plus facilement avoir en hiver parce que forcément elle est favorisée par des conditions plus froides. Et qu'à l'inverse, en été, il y a certains blocs en forêt qui peuvent marcher, mais il faut être juste beaucoup plus fort Ouais. pour pouvoir les faire. Donc effectivement, c'est pas une saison morte, mais c'est aussi une saison où c'est un petit peu plus hostile, on va dire, pour aller dehors et faut en avoir conscience et s'équiper en. Moi, je saute la phase pique-nique, moi, quand je viens en hiver, quoi, tu vois. C'est directement, on grimpe, C'est puis ça. puis on On s'en va, grimpe, quoi. on grimpe, on fait quelques heures en forêt, on prévoit les moufles Téchaud et puis même dans la gestion dans la gestion de l'escalade, c'est pas la même approche. On va peut-être moins bien s'échauffer, mais on va s'échauffer directement plus dans les blocs en projet. Donc ouais, non, il y a plein d'aspects qui sont un peu différents, mais quand on a des bons hivers, c'est aussi une très bonne saison pour grimper. Ouais. Et alors, une autre partie, donc l'hiver, on peut venir. Mhm. Durant les saisons qui sont plus intermédiaires comme le printemps et l'automne, il y a plus de pluie, qui Ouais. souvent est la pire condition pour grimper et il y a c'est même recommandé de ne pas le faire. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de la pluie et à quel point ça impacte le rocher et à quel point il ne faut pas venir grimper parce que ça détruit les prises finalement? Alors ça, je suis en train de potasser tout ça pour le festival Oh My Block. J'étais invité pour faire une table ronde sur justement cette question-là spécifique début juin. Donc j'avance un peu sur la question qui est assez On a le droit à une preview de la ouais, conférence alors? qui est assez complexe, parce que ça mixe du coup pas seulement des aspects météo, ça mixe aussi justement de la géologie. Du coup, là, j'ai quelques billes là-dessus, mais je suis en train de potasser tout ça et justement après pour échanger avec un copain géologue qui puisse un peu valider tout ce que j'aurais pu voir et être sûr que je dise pas trop de bêtises. Et alors, pour, donc, pour moi, déjà, l'aspect le plus critique, c'est le fait, quand il pleut, le rocher est mouillé et grimper sur un rocher mouillé, dans tous les cas, c'est pas agréable. Donc, pour moi, c'est la première raison pour laquelle il faut pas grimper quand c'est mouillé. La deuxième raison, alors effectivement, on entend beaucoup parler de quand c'est mouillé, quand c'est humide, les prises sont plus fragiles. Donc ça, alors, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un petit peu à nuancer, dans le sens où il y a, mécaniquement parlant, on va dire que dans le cas du grès de Fontainebleau, qui est un grès très pur, avec quasiment très peu d'inclusion d'autres types de matériaux,
qui peuvent garder l'eau ce genre, et avoir des effets. On va dire que mécaniquement parlant, il n'y a pas forcément de raison qu'un grès comme celui de Fontainebleau soit plus fragile s'il est humide que s'il est sec. Parce qu'un grès, pour donner un peu de contexte, c'est très poreux, c'est ça? C'est très poreux, en gros c'est du sable compacté. Et ce qui va, d'un point de vue mécanique, ce qui va fragiliser ou pas ce type de roche, c'est justement si au moment de la compactation, il y a d'autres types de minéraux à l'intérieur qui peuvent avoir des effets d'interaction avec l'eau. Dans le cadre du grès à Fontainebleau, qui est à 99,9% du quartz pur, il y a assez peu d'interaction avec l'eau. Donc ça, c'est vraiment. Et donc là, pour bien quand même cerner la problématique du sujet, c'est vraiment là, je parle d'un aspect purement mécanique. Donc c'est vraiment est-ce que quand on a de l'eau dans le rocher, mécaniquement parlant, si on applique une force dessus, est-ce qu'il va plus avoir tendance à casser ou pas? Ça, a priori, de ce que j'ai pu regarder et déjà échanger, il n'y a pas vraiment d'études qui vont dans le sens où en effet, un bloc, plus humide sera plus cassant. Par contre, c'est là où il y a la nuance, et ça, c'est un des aspects qu'il faut que je continue un petit peu à potasser. Il y a un rocher qui est déjà fragilisé. Donc là, la complexité, c'est comment détecter une fragilité préexistante au niveau d'une prise ou d'un rocher. Ça, pour l'instant, on n'est pas capable de le faire, en tout cas à l'œil nu ou juste en touchant comme ça en surface un rocher. Mais par contre, effectivement, une prise déjà fragilisée dans une période humide aura plus facilement tendance à casser qu'en période sèche. Ça n'empêche pas qu'on a quand même des prises qui peuvent casser en période sèche aussi, à partir du moment où la fragilité devient trop importante. Dans tous les cas, la sollicitation de la part d'un grimpeur fera que, inexorablement, il y aura toujours des prises qui vont casser. Mais effectivement, dans certains cas d'humidité un petit peu prolongée, ou quand on a un doute après une pluie sur la capacité du rocher à rapidement évacuer ou pas cette eau, il y a des périodes où en effet, il faut faire attention. Il y a certains types de prises sur lesquelles on va avoir en tant que grimpeur un effet de levier et de torsion beaucoup plus important, qui ont effectivement plus de chances de casser en période humide. Ça reste très délicat de savoir exactement quel bloc, quelle prise risque de casser. Après, c'est un petit peu aléatoire. Mais d'un autre côté, c'est aussi du coup, a priori, des prises qui avaient déjà des fragilités, et donc qui, à terme, période humide ou période sèche, auraient fini par casser à un moment donné sous l'action des grimpeurs. Et alors, ce serait quoi tes conseils alors pour faire en sorte que ça n'arrive pas? Et déjà, alors, on va dire qu'il y a, comme je disais, il y a certains types de blocs, certains types de prises surtout qu'il faut dans ce cas-là un peu éviter. On est au Rocher Canon, je pense que tu as en tête aussi à l'automne dernier, dans une période humide, une prise du bloc un peu iconique de la marque qui avait cassé, qui était une prise en inversé, sur laquelle les grimpeurs mettaient énormément de force de traction, qui est un bloc qui tient son nom parce qu'il est au-dessus d'une mare, donc c'est un bloc qui classiquement reste humide assez longtemps. Et donc voilà, là, dans une période humide, a priori, la prise devait certainement déjà être aussi fragilisée. Et donc là, dans la période humide, ça n'a pas tenu à quelqu'un qui est venu grimper à ce moment-là. Je dirais qu'un premier indicateur qui est assez nouveau et qui est très intéressant sur Blow Info, ils ont mis en place pour pas mal de blocs les périodes de répétition, à quel moment un bloc a été répété. Et typiquement, si on regarde le bloc de la mare, c'est assez intéressant. On voit très bien que c'est un bloc qui est très majoritairement répété en été, par exemple, ou en tout cas dans des périodes un petit peu plus chaudes, et avec très peu de répétitions à partir de l'automne et jusqu'au début du printemps. Donc ça, déjà, si on a un doute, ça peut être un premier élément, à mon avis, à aller regarder, aller voir sur Blanc Info, sur la fiche du bloc, de regarder quand est-ce qu'il y a eu la majorité des répétitions. Et quand on voit qu'un bloc n'est pas beaucoup répété en hiver, c'est déjà un bon indicateur qu'a priori, c'est un bloc qui peut rester humide assez longtemps. Et ensuite, quand on a un peu plus un doute, ça va dépendre des quantités de pluie qu'il a pu tomber les jours précédents.
ce qui est dur à estimer, c'est quel type de pluie il est tombé. C'est-à-dire que c'est pas pareil quand on a 3 jours de pluie un petit peu faibles, mais qui s'inscrivent dans la durée, qui vont avoir plus de chances de pénétrer à l'intérieur du rocher, par rapport à, par exemple, des pluies type pluie orageuse, comme on a pu avoir un petit peu plus là ces derniers temps avec des régimes de giboulées, de choses comme ça. Où là, ce type de pluie avec des fortes intensités, certes, vont énormément mouiller le rocher en très peu de temps, mais finalement, c'est de la pluie qui a tendance surtout à ruisseler. Donc, elle va pas forcément rentrer dans le rocher, elle va passer dessus, elle va passer après sur le sol et tout ça, mais elle va surtout faire du ruissellement. Et ce qui veut dire que derrière, on peut avoir au final des améliorations assez rapides des conditions, vu que ça au final était mouillé que en surface. Mais voilà, c'est toujours assez compliqué de savoir dans quel état à la base déjà le rocher est humide ou pas à l'intérieur. Si on a de la pluie qui retombe dessus, est-ce que ça va vraiment avoir le temps de pénétrer ou pas? Et donc voilà, après il y a l'aspect purement météo sur comment il pleut et il y a quelques paramètres qui quand même favorisent clairement la rapidité du séchage en forêt. Ça va être d'une, le vent, et de deux, l'humidité. Et ça, c'est des aspects que je suis encore en train d'affiner pour la présentation, pour le festival, de vraiment bien comprendre l'interaction entre l'humidité qu'on peut avoir dans l'air et comment, par quel mécanisme cette humidité peut rester ou pas dans le rocher. Ça, je suis encore en train de bosser un peu là-dessus. Et j'imagine que là, tu nous parles beaucoup de précipitations, mais Mhm. qu'à l'autre bout du spectre, le soleil joue aussi beaucoup dans le séchage. Ouais, forcément, il aide aussi, ouais. Et donc, j'imagine qu'il faut regarder ça aussi. Et s'il a plu, mais qu'il y a eu un très grand beau, est-ce que c'est safe? Ou alors est-ce que justement, ça peut être un piège parce qu'en fait, le rocher est mouillé en profondeur, mais sec à l'extérieur? Ça peut être un piège, on va dire à partir du moment où il fait beau, généralement, on a quand même derrière l'humidité qui s'abaisse, assez rapidement et tout ça, donc de ce côté-là, c'est un petit peu moins piégeux. Je dirais que là où c'est plus complexe, c'est dans les périodes, principalement hivernales, où on va avoir des périodes avec peu ou pas de pluie, pas forcément non plus beaucoup de soleil, mais des périodes où l'humidité relative va pas forcément beaucoup redescendre. On va rester même en journée à 80-85% d'humidité, et puis ça remonte après un peu pendant la nuit. Et sur ces périodes-là, on peut avoir le rocher qui sèche en surface, mais par contre qui va rester quand même encore humide à l'intérieur. Et ça, clairement, le plus gros des problématiques sur ces questions de blocs qui restent humides, c'est entre le milieu fin d'automne et jusqu'au début du printemps, où on a les conditions les plus favorables pour avoir ce type de conditions qui restent humides dans le temps. Après, plus ponctuellement sur les autres saisons, il faut vraiment avoir des épisodes météorologiques spécifiques pour retomber dans ce genre de schéma. Sinon, globalement, on va dire que le grès a tendance quand même à pouvoir sécher assez rapidement en dehors de ces périodes hivernales qui peuvent rester longtemps humides. Et tu as des indices visuels quand tu es face à ce bloc sur c'est bon, je peux y aller ou c'est risqué et je ferais mieux d'aller prendre un bloc mieux exposé? Alors, il y a certains aspects. Moi, je dirais qu'un des aspects les plus parlants, c'est quand on arrive sur un bloc qui paraît sec, ou en tout cas qui est sec en surface, et qu'à partir du moment où on commence à grimper dessus, les prises se noircissent. Ça, c'est quand même un bon indicateur qu'il y a encore de l'humidité à l'intérieur du rocher. Et en fait, c'est par le fait de réchauffer avec nos mains la surface du rocher qui a tendance à faire revenir l'eau, et du coup à apporter ce côté un peu je pense que plein de grimpeurs ont déjà expérimenté le fait de poser sa main sur une prise et de retirer et de voir la trace de ses doigts sur la prise, alors qu'on n'avait pas de magnésie par exemple. Voilà, ça c'est quand même un bon indicateur du potentiel d'humidité à l'intérieur. Sinon, non, malheureusement, après, c'est très compliqué, à part en faisant un trou dans le caillou et en mettant une sonde éventuellement pour pouvoir mesurer l'humidité à l'intérieur. Ça reste quelque chose de très compliqué. Ouais. Et un autre des paramètres de la météo, j'imagine que c'est
les points cardinaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'un bloc est orienté d'une certaine manière par rapport au vent ou enfin l'orientation de manière générale, j'imagine que c'est un paramètre qui influe beaucoup, non? Ouais, 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 et ça, moi j'ai déjà vu des périodes en forêt où tu peux arriver sur un secteur et avec un vent bien spécifique dans une direction donnée, et d'arriver sur un secteur et d'avoir les faces qui sont bien exposées au vent, qui sont sèches, et l'envers du bloc qui est complètement trempé encore. Donc du coup, ouais, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est pour ça que dans le bulletin, je donne en plus de comment dire, de l'intensité du vent, je donne la direction. C'est que clairement, pour certains blocs, la direction du vent, quand on connaît son orientation, peut être déterminante dans des périodes un petit peu plus, on va dire, sensibles, où ça met du temps à sécher. Il peut toujours y avoir moyen de trouver des blocs qui vont sécher plus vite grâce à leur exposition au vent. Mais encore une fois, ça reste après de la connaissance et de l'expérience de la forêt, de savoir que tel bloc à tel endroit, si le vent vient de telle direction, va avoir tendance à sécher plus rapidement que celui qui est 20 mètres derrière, mais qui est en face nord ou en face sud, en fonction d'où vient le vent. Ouais. Mais donc de manière générale, disons que tu arrives sur un endroit où c'est légèrement humide, Mm. essayer de choisir les endroits d'où vient le vent avant ceux protégés par le vent, ça paraît la logique. Exactement, ça c'est logique, et aussi privilégier globalement les blocs qui vont être un peu plus sur les hauteurs. C'est-à-dire qu'a priori, plus on va rester dans le bas des pentes, plus ça peut être protégé par le vent et la végétation, et du coup mettre encore plus de temps à sécher derrière. Toi, tu as l'air d'être un expert de la forêt. Est-ce que tu as vu, parce que comme je disais, il y a une vraie révolution escalade depuis ces 7-8 dernières années. Mm. Est-ce que toi, tu as vu la forêt changer, des nouvelles pratiques apparaître, des nouvelles langues se parler? Enfin, est-ce que tu vois, quel est ton sentiment par rapport à ça? Alors, un petit peu. Après, je pense que je suis pas forcément depuis. Même si ça fait quelques années que je suis en forêt, ça fait pas non plus si longtemps que ça, entre guillemets. Mmh. Je pense que c'est une question qui pourrait être intéressante pour des vieux blozards qui sont dans la forêt depuis, On en a depuis vu 15 passer un là, qui doivent beaucoup plus voir cette évolution, à mon avis, sur les dernières années. En plus, moi, je suis un petit peu biaisé dans le sens où justement, dans les périodes où il y a un petit peu plus de fréquentation en forêt, j'ai plutôt tendance à aller m'isoler dans des secteurs qui sont justement peu fréquentés. Et donc, du coup, forcément, un peu la politique de l'autruche, mais du coup, je vois pas forcément le mal. Alors après, si je vois quand je passe à côté de certains parkings mmh. qui sont très vite remplis à certaines périodes. Mais du coup, voilà, personnellement, c'est pas quelque chose dont je fais l'expérience, vu que j'évite d'aller dans les endroits où il y a trop de monde. Mais effectivement, c'est quand même une tendance qui s'observe un petit peu ces dernières années sur certaines périodes un petit peu spécifiques, et notamment en général au moment un peu de la Toussaint, et puis au moment là, du mois de mai, avec la fin des vacances d'avril, et puis un peu tous les ponts du mois de mai. C'est classiquement des périodes où il fait un petit peu plus, il peut faire beau, il peut faire un petit peu plus chaud, et où les gens ont aussi plus envie de venir en forêt, que ce soit pour la grimpe ou pas. Et donc là, effectivement, ces dernières années, on constate qu'il y a un petit peu plus de fréquentation à ces périodes-là. Je pense que c'est en partie lié aussi au fait que au moment du confinement, les salles étaient fermées et donc c'était le seul moyen de faire de l'escalade et donc il y a des gens qui se sont tournés naturellement vers, la grimpe, de blocs, en extérieur, quoi. Alors, oui et non, dans le sens où pendant le confinement, les gens ils pouvaient pas forcément aller grimper où ils voulaient avec les restrictions de distance. Par contre, un des effets clairement du confinement qui a été très fort au tout début, je pense qu'il s'est quand même bien tassé depuis, mais ça a été clairement l'envie pour les gens de sortir après les périodes de confinement. Et ça, c'est vrai que au moment des déconfinements, et notamment le premier confinement, quand les gens ont pu enfin avoir la possibilité d'aller à plus d'un kilomètre de chez eux, ça a été un vrai sketch en forêt pour le coup, avec des routes qui ont dû être fermées tellement les gens se garaient n'importe comment, et qu'il n'y avait plus possibilité de passer en voiture
Donc là, c'était à ce moment-là, en effet, on sentait que les gens avaient besoin d'aller dehors. Mais bon, et en même temps, c'était aussi compréhensible. Et après, voilà, faut quand même garder en tête qu'effectivement, Fontainebleau, on est en région parisienne. C'est une des forêts les plus visitées de France. C'est la forêt la plus visitée en région parisienne en termes de fréquentation. Pas que pour l'escalade, il y a plein d'autres acteurs de différentes activités qui viennent profiter de cette belle et grande forêt. Et effectivement, avec l'essor des salles d'escalade ces dernières années, il y a forcément mécaniquement, ça entraîne aussi un peu plus de gens qui veulent aussi venir découvrir l'escalade en forêt. Ouais. Ce qui est cool en soi. Et Ouais. moi, un truc qui vraiment m'a interpellé la première fois que je suis venu en forêt, Mhm. c'est à quel point quand tu te balades, les gens parlent anglais autour de toi. Mhm. Tu entends vraiment parler toutes les langues. Et j'ai vu que le bulletin que tu faisais, il était aussi en anglais. Ouais. T'as fait ça dès le début ou alors est-ce que tu l'as fait après? Est-ce que c'est parce que tu savais ça et que tu voulais adresser ces gens-là? Ouais, je l'ai fait directement en anglais, d'une parce que via mes études, c'est que j'étais à l'aise directement à l'écrit pour faire ça et en sachant qu'effectivement, Fontainebleau, ça reste un spot de bloc qui est connu et reconnu mondialement depuis tout le temps. Ça reste un des berceaux historiques de l'escalade de bloc à l'échelle mondiale. Et donc forcément, beaucoup de gens qui découvrent le bloc chez eux, qui en font un petit peu dans les différents pays, à un moment donné, ils entendent parler de Fontainebleau, ils savent que c'est un des endroits les plus incroyables au monde pour grimper en extérieur. Et du coup, c'est aussi, je pense, naturel que les gens aient envie de venir découvrir un haut spot mythique de la pratique. Et c'est aussi dans l'idée de justement de pouvoir apporter une information météo et qui soit pertinente. Parce qu'on a pu voir des choses, alors je ne sais pas si on en voit encore souvent, mais par le passé, on a quand même vu des choses assez incroyables en forêt de Fontainebleau, de gens qui ont pu essayer de sécher des blocs avec des chalumeaux, avec des feux, des choses comme ça, parce qu'ils venaient pour grimper une... Vraiment le feu et le chalumeau? Ouais, c'est déjà des choses qui ont été... Alors, ça n'a pas été observé ces dernières années, hein, ça remonte à il y a quand même pas mal de temps. Mais effectivement, ouais, quand les périodes étaient humides et que les gens venaient pour des périodes de peut-être 1 ou 2 semaines en forêt et qui voulaient absolument grimper, ça a été des comportements qui ont déjà eu lieu. Et justement, dans l'idée de pouvoir préserver ce terrain de jeu, ce caillou, et ça me paraissait pertinent de le faire directement en français et en anglais pour que les personnes qui connaissent pas forcément comment ça fonctionne au niveau éthique à Fontainebleau, de pouvoir au moins avoir un début d'information ou en tout cas derrière qui permettent de relayer sur d'autres canaux et expliquer comment ça peut marcher ou pas marcher dans la forêt pour grimper, quoi. Parce que tu penses que en Allemagne ou à l'étranger, mettre des feux de des feux de bois Ça doit sous pas les blocs, c'est autorisé? C'est que ça doit pas forcément être autorisé non plus, mais voilà, après, c'est aussi, ça part aussi d'une méconnaissance de comment ça marche le grès, de quel temps il peut mettre pour sécher, enfin voilà, après, moi de mon côté, je trouve pas de justification C'est difficile à trouver, ouais, c'est à faire ce genre de choses, mais en tout cas, ça a déjà été observé. Et non, après, voilà, heureusement, c'est des comportements qui sont plus que marginaux. Mais dans tous les cas, je pense que voilà, plus on peut arriver dans un endroit pour profiter de l'endroit avec les bonnes informations, plus on peut en profiter justement à sa pleine valeur, quoi. Alors, avant de terminer sur quelques questions, deux autres questions sur la météo. Mhm. Donc là, on est donc au cœur de la forêt et tu as ramené une sonde. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette sonde et pourquoi est-ce que tu l'as mise sous un arbre au lieu de la mettre, pour moi, dans un endroit plus passant et à quoi elle te sert? Et du coup, en effet, là, moi, dès que je suis en forêt, j'ai une petite sonde météo avec moi, petite sonde à main qui me permet d'avoir 3 paramètres, le vent, la température et l'humidité.
Donc là, si je l'ai mise sous un arbre un peu à l'abri du vent, c'est principalement parce qu'il faut que la sonde soit bien à l'ombre pour avoir une donnée qui soit pertinente à utiliser. Pour la température et l'humidité, le vent, la mesure du vent sur cette sonde, elle est intéressante, mais elle est assez anecdotique dans le sens où les mesures de vent sur les stations ou dans les relevés, elles sont faites à 10 mètres de haut, et que là, moi, j'ai pas les moyens d'aller la mettre à 10 mètres de haut. Donc, du coup, si je regarde un petit peu moins le facteur vent avec cette sonde, mais par contre, pour la température et l'humidité, ça me permet d'avoir ponctuellement à un endroit quand je suis en forêt une information sur ces paramètres-là que je peux comparer après avec et ce que moi j'avais mis en prévision dans le bulletin et aussi du coup par rapport à ce que les modèles anticipaient en termes de valeur pour ces paramètres. Et dans certaines périodes, clairement, j'ai pu observer que les modèles étaient, par exemple, sur l'humidité, étaient souvent quelques points un petit peu au-dessus de ce que j'observais sur le terrain. Et ce que j'observais moi sur le terrain correspondait avec les autres observations de stations qu'on peut avoir autour de la forêt. Et donc je sais après avec ces observations-là que je fais directement en forêt, que par exemple pour le lendemain, si on a une journée un peu similaire, et bah, je prends en compte directement dans le bulletin que si le modèle voit par exemple 50% d'humidité dans l'après-midi, que bah, dans la réalité en forêt, on va plutôt être autour de 45% par exemple. Donc ça, moi, je le prends en compte après pour établir le bulletin. Ouais. Et ça t'arrive de te planter complètement? Complètement, je sais pas. Après, oui, moi, il y a clairement encore des journées où je me fais avoir. Je dirais que les situations qui sont les plus compliquées à bien anticiper, ça va être tout ce qui est phénomène de basse couche, donc tout ce qui va être brouillard, nuages bas, qui sont des mécanismes qui font encore l'objet de pas mal de recherches parce qu'ils ne sont pas exactement très bien compris dans leur ensemble. Et du coup, donc, même s'ils sont pris en compte dans les modèles, il y a certaines fois où effectivement les modèles voient leur dissipation ou leur formation pas du tout comme il faut. Et là, avec la meilleure volonté du monde, on n'est pas, je ne suis pas non plus un devin. Et donc, bah, si j'ai confiance dans le modèle et que le modèle a tort, forcément derrière, moi je vais avoir une erreur aussi dans mon bulletin. Et dans ces cas-là, j'essaye au maximum, quand je peux, d'affiner cette erreur, ou en tout cas de la corriger avec du coup les prévisions en direct. Donc il y a pas vraiment de bonne traduction en français. En anglais, on dit nowcasting pour ça. Et où là, l'idée, voilà, c'est vraiment sur certains épisodes météorologiques où on sait que les modèles ne seront pas fiables, ça devient plus pertinent au final de suivre l'évolution en direct dans la journée et d'essayer de voir 1 heure, 2 heures à l'avance l'évolution possible sur le coin. Donc ça peut être voilà, ces phénomènes de basse couche ou dans une autre, pour un autre cas, typiquement les situations d'orage, où là, les modèles aujourd'hui sont capables de bien déterminer le risque orageux. Par contre, c'est toujours très compliqué aujourd'hui de pouvoir dire un orage va être fort à tel endroit, à telle heure, ça on n'est pas encore capable. Et donc bah, ça passe après par du suivi en direct et de pouvoir voir à partir des images radar, de choses comme ça, de pouvoir dire bah là, dans une demi-heure, il y a un orage qui arrive, il est costaud, donc là, c'est le bon moment pour rentrer se mettre à l'abri dans la voiture, par exemple. Et d'où l'importance que tu sois présent en forêt de Fontainebleau et que tu fasses pas cette météo depuis autre part en France. Ouais, complètement. Ça, j'ai essayé un petit peu au tout début. Quand je partais en vacances, je me disais, bah, je continue à faire le bulletin même si je suis en vacances. Et le constat a été très rapide et complètement radical de voir qu'il faut que je sois sur place, effectivement. C'est-à-dire que même avec l'ensemble, l'ensemble des données qu'on peut avoir, données d'observation au sol, données satellites, données radar, toutes ces choses-là, rien ne remplace le fait d'être sur place et entre guillemets de sentir comment les choses se passent. Et parce que bah, typiquement, on va prendre
une image satellite, si elle est complètement nuageuse, bon bah ok, on sait qu'il y a des nuages et potentiellement de la pluie en dessous, mais par contre, ça donne aucune information sur comment ça évolue en surface par rapport au vent, à la température, à ce genre de choses. Donc clairement, être sur place, c'est important. Ouais. Donc ça fait le lien avec ma question suivante qui est est-ce que demain c'est possible que tu gères Ceus Météo depuis Fontainebleau? Pas vraiment donc. Et non, ouais, ce serait clairement compliqué. Je sais que ça m'arrive de faire des petits points météo en avance pour des copains quand ils vont à un endroit donné. Et ils me demandent, ouais, là, est-ce que ça va être des bonnes conditions, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pleuvoir? Donc ça, voilà, sur du ponctuellement, je peux le faire dans le sens où moi, c'est juste en fait regarder les données météo à un autre endroit. Mais pour vraiment essayer de faire quelque chose de précis et de fin dans la prévision, le fait d'être sur place, c'est quand même un vrai plus. Ouais. Et alors il y a d'autres comptes comme le tien qui existent sur d'autres types d'escalade ou d'autres spots d'escalade, pardon, ou d'autres types de sports par exemple? Alors, au niveau de l'escalade, à ma connaissance, je ne crois pas. Moi, Blométéo, Autour de l'alpinisme, j'imagine qu'il doit y avoir des organismes qui fournissent des météos très précises pour les gens qui font faire des sommets ou des choses comme ça, non? alors il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai une très mauvaise mémoire des prénoms, donc encore une fois, j'ai perdu son nom et son prénom, mais je sais que par exemple, à Météo France, il y a un météorologue basé à Chamonix qui fait du routage météo pour les alpinistes. Ça reste une activité clairement très ponctuelle. Autant dans le milieu de la mer, c'est quelque chose qui est très développé, le routage météo, et même les marins en général ont déjà une bonne connaissance météorologique pour. Il y a plein d'applications aussi. Il y a plein d'applications et tout ça. Et en tout cas, voilà, faire appel à du routage météo pour une traversée ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel. C'est beaucoup moins le cas dans le monde de la montagne. À l'exception vraiment de quelques grosses expéditions himalayennes ou vraiment sur de l'alpinisme pur sur des hauts sommets, où là, le créneau va être important et en général, ils font appel à du routage météo. Là, les météorologues qui suivent ce genre d'expédition, ils font la même chose que toi, c'est le même genre de travail, ils prennent des modèles, ils regardent localement, etc. C'est la même chose. Exactement. Et eux, leur rôle, c'est de pouvoir apporter l'information aux alpinistes, de dire, bah là, de temps à temps, il y a une fenêtre où les conditions sont plus favorables. Après, ça reste dans tous les cas à l'alpinisme de voir si c'est le bon moment ou pas en fonction. Parce certes, il y a les conditions météo, mais il faut aussi avoir les bonnes conditions de forme, d'acclimatation et tout ça à prendre en compte. Donc on va dire que c'est une information en plus qui est apportée qui permet ou pas le succès de l'ascension. Et après, non, sinon, c'est vrai que dans le milieu de la montagne, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très développé, ou en tout cas, les gens font ça à leur sauce. Et puis bon, après, soit ils se font surprendre ou pas par la météo pendant qu'ils sont en montagne. Et moi, par exemple, une des sources d'inspiration qui m'a aussi poussé un petit peu à faire Blométéo, c'est quelqu'un qui est en Auvergne et qui a un site qui s'appelle Météo Auvergne et qui fait des prévisions spécialisées pour le massif du Sancy et la chaîne des Puys. Et donc voilà, là pareil, c'est une prévision vraiment spécifique à une région donnée. Mais derrière, il avait un fonctionnement moi, qui m'intéressait, quelqu'un qui faisait ça aussi tout seul dans son coin au début, qui maintenant a des personnes qui travaillent aussi avec lui et qui a bien développé tout ça. Et en tout cas, voilà, moi, ça a été une bonne source d'inspiration de me dire, bah ouais, en fait, il y a la possibilité, en étant tout seul et avec les bonnes connaissances, de pouvoir faire quelque chose pour une zone donnée et qui intéresse les personnes qui viennent à cet endroit. Et alors, c'est quoi les perspectives d'évolution de Blométéo? Tu as envie d'en faire ton métier à plein temps? Tu as envie c'est quoi le futur de Blométéo? Et bah ouais, j'ai plein d'idées en tête de développement de l'activité. Dans l'idée, en tout cas, clairement, le bulletin comme je le fais actuellement, ça c'est quelque chose que j'ai envie de
de laisser accessible à tous, parce que je pense que c'est une information qui est pertinente et qui est intéressante pour la grimpe et pour différentes personnes qui viennent en forêt. Et moi, de mon côté, effectivement, j'ai aussi des idées un peu de avoir dans quelle mesure ça peut devenir éventuellement une activité à part entière. Mais en tout cas, j'ai des idées de développer l'activité. Bah, par exemple, voilà, les présentations, des petites conférences ou en tout cas faire un aspect un peu plus vulgarisation de la météo, de comment ça fonctionne, l'atmosphère et tout ça. Bah, ça, c'est des choses que j'aimerais bien développer un petit peu plus. L'idée de pouvoir éventuellement aussi développer un petit réseau d'observation à partir de stations météo autour de la forêt et ou éventuellement proposer des... Parce que c'est vrai que dans le milieu de l'escalade, il y a quand même pas mal de monde qui sont déjà un petit peu intéressés ou en tout cas qui ont déjà l'habitude de regarder différents sites météo, de comparer un peu des prévisions pour essayer d'avoir la prévision la plus fiable possible. Et du coup, éventuellement, pourquoi pas proposer des formations pour bien comprendre comment ça marche notre atmosphère, comment ça marche un modèle, comment utiliser les bons outils sur Internet, parce qu'on a quand même accès au final à beaucoup d'informations de manière totalement gratuite quand on sait aller les chercher et les utiliser correctement. Donc voilà, ça c'est des axes de développement, à voir si au bout d'un moment ça peut faire une activité à part entière. Et dans la vision moi que j'en ai, je verrais plus en tout cas un développement sous forme participative. C'est-à-dire que j'aime bien le fait de proposer quelque chose aux gens et qu'ensuite, bah, si éventuellement les gens, eux, ça leur plaît et qu'ils veulent participer au financement de ce projet-là, d'aller plus sur cet axe-là. Ouais. Cool. Et alors, le Blow Météo, finalement, c'est une page Instagram avant tout. Mhm. Pourquoi tu as choisi Instagram et est-ce que tu pourrais aller faire un site internet, je sais pas, te mettre tout en avant et faire, comme on disait, Elia, tu vois, pourquoi tu as choisi ce format-là et est-ce que tu vas le faire évoluer, etc. Ouais, alors ça va clairement évoluer. Le format type bulletin météo Evelyne Delia, ça, il y a peu de chance. Je me vois pas faire une chaîne YouTube pour faire ça. Et non, en fait, l'aspect réseau social au début, c'était un bon moyen pour faire connaître déjà le fait qu'il y ait quelqu'un en forêt qui propose des prévisions météo pour tout le monde. Parce que c'est vrai que, et on voit la différence, enfin en tout cas, moi je vois la différence, même si je suis pas à fond à regarder tous les jours les stats des pages et tout ça. Mais typiquement, entre Instagram et Facebook, ça marche beaucoup plus sur Instagram. On voit que Facebook est un réseau social vieillissant. Mais en tout cas, voilà, l'idée des réseaux sociaux dans un premier temps, c'était voilà, de faire un peu le tremplin et de faire connaître le truc. Ça, de ce côté-là, je pense que ça a bien marché. J'avais commencé à une époque à faire un site internet. Après, je suis de nature quand même assez procrastinatrice et donc, du coup, j'ai un peu laissé traîner ce truc-là sur le côté. Et puis, au bout d'un moment, je l'ai complètement mis en stand-by. Mais dans l'idée, j'aimerais bien revenir sur un format site internet qui permettrait notamment de pouvoir mettre plus de données d'observation si je commence à installer un peu des stations à gauche à droite, de pouvoir faire aussi un peu des articles sous forme de blog de vulgarisation sur les bilans saisonniers, des choses comme ça, de pouvoir... Une des limitations, je dirais, là, pour l'instant que j'ai avec les réseaux sociaux, c'est le nombre de caractères que je peux mettre Ouais. quand j'ai envie de développer quelque chose de spécifique. On le voit quand je fais les bilans saisonniers, je suis obligé de rajouter les parties en français et en anglais dans les commentaires parce qu'il n'y a pas assez de place sur Instagram. Donc voilà, ça c'est clairement quelque chose qui va arriver à un moment ouais, de transférer ça plus sur quelque chose type site internet. Éventuellement une application, mais c'est vrai que j'aime bien faire les choses tout seul et pour l'instant j'ai pas encore les bons bagages. Autant faire un site internet, j'en ai déjà fait, mais une application, ça j'ai jamais fait. Ouais. Donc ça demanderait un peu plus de boulot.
mais tout en conservant évidemment le côté réseau social qui est très pertinent, notamment par exemple pour faire du suivi en direct. Le fait de pouvoir, Côté communautaire finalement. le parce côté que- communautaire, de pouvoir solliciter les gens quand moi je peux pas aller en forêt et avoir des informations sur comment c'est en forêt, ou à l'inverse, pouvoir en deux temps, trois mouvements faire une capture d'écran d'une image radar et de dire bah là dans une demi-heure il y a la pluie qui arrive. Ça, avec le fonctionnement des stories, des choses comme ça marche clairement beaucoup mieux que via un site internet où là, les gens doivent faire la démarche d'avoir un doute, d'aller faire la démarche d'aller sur le site pour vérifier si j'ai mis une information ou pas. Mhm. Là, clairement, pour ça, les réseaux sociaux, c'est un bon outil pour donner une information rapidement, efficacement. Ouais. Alors, si on peut te demander un conseil, c'est quoi le meilleur secteur à Fontainebleau? Donne-nous ton ou tes meilleurs secteurs, les endroits où il faut aller, les endroits où on peut te trouver. Alors, j'aime pas donner des secteurs spécifiques parce que en fait, la forêt est tellement grande. J'ai même pas encore fait le tour de tous les secteurs de la forêt. Donc, ça se trouve demain, je vais aller dans un secteur où j'ai jamais été. Et je vais faire, oh, mais c'est celui-là le meilleur secteur. Donc, non, je dirais plus, on va dire, par zone un petit peu de la forêt. Moi, une zone. Alors, clairement, mon massif préféré, qui est pas un massif très fréquenté, qui est assez sauvage, mais je pense que c'est aussi pour ça que j'aime ce massif, pour son côté plus sauvage, ça va être le massif du Coquibus, qui est pas le plus connu. C'est souvent des blocs un peu isolés, où avec pas, il y a pas de circuit, il y a pas tout ça. Mais juste le plateau et la forêt là-bas sont juste, c'est juste trop beau et bien, bien sauvage. Et du coup, vu que c'est peu fréquenté, assez préservé. Ça doit être un peu dur, j'imagine, s'il n'y a pas de circuit, etc. Il y a moyen de trouver des blocs un petit peu plus faciles, mais oui, avant, il y a quand même pas beaucoup de. Il y a rarement. Il y a pas beaucoup de blocs en dessous du 5, on va dire, quoi. Ouais. Et ça monte après assez vite dans les blocs dans le 6-7, voire plus. Mais ouais, non, là, c'est vrai que c'est un endroit, je sais pas forcément pourquoi c'est pas plus fréquenté, mais d'un autre côté, tant mieux. C'est bien aussi de garder des endroits dans la forêt qui restent au calme et puis qui marchent bien pour la nature, pour la faune et la flore. Après, j'aime beaucoup les gorges de Franchart. Et là, pour le coup, que ce soit de long en large, autant du côté d'Isatis, Haute-Plaine et les secteurs un petit peu plus, pas très loin, mais moins fréquentés du côté de Sablon et tout ça. Et tout comme en continuant en fait toute cette gorge jusqu'aux gorges du Houx, le Long Boyau, le Mont Aigu qui sont toujours rattachés dans cette veine des gorges de Franchart. Là, ça, je trouve que c'est quand même un bel endroit de la forêt. J'ai plus tendance à grimper dans ce qu'on appelle nous le nord de la forêt, on va dire dans la moitié au-dessus d'Achères. J'essaye de limiter au maximum mes déplacements en voiture, même si pour l'instant je la prends toujours pour aller grimper. Ça, c'est quelque chose à terme que j'aimerais bien limiter un petit peu plus, mais du coup, bah, je me restreins aussi un peu dans le fait d'aller souvent dans le sud de la forêt, parce que ça fait des trajets un petit peu plus longs et tout ça. Après, les quelques fois où j'y vais, j'aime quand même toujours beaucoup aller du côté autour de l'Archamp avec les blocs de l'éléphant de la Dame Joanne, qui sont aussi des très beaux secteurs. Ouais, c'est vrai que en tombant amoureux de la forêt, au final, il n'y a pas forcément beaucoup d'endroits que j'aime pas, mais Là, tu as déjà donné pas mal de références pour les gens s'ils ont envie d'aller essayer ces secteurs-là. Enfin, tu en as déjà donné pas mal, donc c'est cool. mais ouais, ouais. Mais en fait, c'est ça que, enfin, dans l'idée, pour moi, il y a pas de mauvais secteur, enfin, il y a pas d'endroits qui sont moins bien que les autres. Et c'est ça que je trouve incroyable dans cette forêt, c'est qu'en fait, chaque secteur va avoir un peu une spécificité propre à l'endroit. Et toi, là, aujourd'hui, on est au Rocher Canon. C'est dans la morphologie des blocs, dans le paysage, dans les arbres, les plantes qu'on va retrouver. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec le Boiron, la crête du Rocher de la Reine. Enfin, voilà, Il n'y a quasiment pas de sable au Rocher Canon. c'est assez peu sableux. Bah, ouais, Encore que en surface. En vrai, c'est quand même sableux un peu en dessous,
Mais oui, voilà, ça n'a rien à voir, par exemple, avec le cul du chien ou Ouais. ce genre d'endroit. Donc non, ouais, pour moi, chaque endroit est tout aussi joli. Et bon, c'est un peu bisounours de dire ça comme ça, mais en tout cas, à chaque fois que je vais en forêt, quel que soit le secteur, je suis toujours émerveillé par la variété des paysages qu'on peut retrouver dans cette forêt. Ouais. Trop bien. Bon, alors on va conclure avec les deux questions classiques du podcast. Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais entendre dans le podcast, qui est un sujet, tu vois, autour de l'escalade que tu aurais envie qu'on explore? Et bah toi, on parlait un peu en début de géologie et tout ça. Mhm. Il y a, il y a un bon blozard géologue qui s'appelle Julien Gasque, qui est aussi un bon compétiteur en handi-escalade et qui lui est chercheur en géologie. Donc du coup, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir son point de vue sur les aspects plus géol de Fontainebleau. Trop bien. Et alors, l'autre question que je demande, c'est est-ce que tu as un bouquin, une vidéo, du contenu escalade à conseiller qui t'a particulièrement inspiré ou qui t'a donné envie de faire ce que tu fais ou alors que tu as envie de conseiller aux gens? Alors, je réfléchis un petit peu, je dirais, dans les films à voir autour de la forêt, je dirais que le http.block, c'est quand même une base à voir de la forêt. Et après, sur plus un peu des bouquins, des choses comme ça, le dernier, si je pourrais, allez, en bouquin, j'en ai deux là. Le dernier que j'ai feuilleté et que je regarde un peu de temps en temps, qui quand même, ne serait-ce que pour les photos et puis la beauté des blocs, là, ça va être le livre Blue Block de Stéphane Denis avec plein de belles photos plus ou moins vieilles de la forêt. Et en gros, ça référencie les 100 blocs les plus beaux de son point de vue en forêt. Et du coup, il y a des belles pépites dedans. Et dans un style très différent, mais moi qui m'a beaucoup intéressé, un petit guide de la géologie à Fontainebleau qui a été édité par Thierry Médard, Thierry Médard, si je me trompe pas. Encore une fois, j'ai un petit doute sur les noms, je suis très mauvais pour retenir. Et voilà, qui a un petit guide de quelques pages qui propose en fait des mix de randonnées en forêt et qui passe par des sites avec des observations géologiques assez, assez peu banales en forêt. Typiquement, il y a une dune qui est quelque part dans la forêt, des rochers spécifiques. Par exemple, il y a des rochers calcaires pas très loin dans la forêt. Donc voilà, des c'est le guide des curiosités géologiques en forêt de Fontainebleau. Voilà, c'est un petit guide qui donne des très bonnes idées de balade Ouais, c'est ça, pas forcément d'escalade, mais de balade. exactement, ouais. Et ça amène dans des très beaux endroits de la forêt qu'on n'irait pas forcément en tant que grimpeur parce qu'il n'y a pas forcément de bloc tout de suite autour. Mhm. Mais bah, quand les personnes sont un peu curieuses de géologie, il y a des choses assez intéressantes à aller trouver dans ce petit manuel. Trop bien. Et alors, moi, ma recommandation, ce serait pour ceux, on en a parlé un petit peu, mais pour ceux qui veulent s'intéresser à la grimpe à Fontainebleau, ce serait le site blow.info, qui est quand même la référence. Ouais, Euh, clairement. et donc, en gros, c'est là où vous avez tous les secteurs, vous avez les circuits, les blocs, de temps en temps même des petites vidéos avec les méthodes. C'est vraiment la référence pour venir à Fontainebleau et pouvoir pratiquer. Donc, je pense que c'est un bon endroit où diriger les gens. Exactement, il y a toutes les informations pertinentes dessus sur aussi les bonnes pratiques un petit peu qu'on peut avoir en forêt. Et puis surtout, il faut pas oublier que ça reste à la base un site, comme on disait un peu tout à l'heure, qui est communautaire, dans le sens où bah, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut proposer les cotations après avoir grimpé un bloc. On peut l'enregistrer sous forme de liste en privé ou en public et on peut aussi proposer des cotations. Et ça reste un outil qui est quand même ultra intéressant pour l'escalade à Fontainebleau, dans le sens où
une cotation, ça reste toujours très subjectif et que justement, quand on arrive devant un bloc et qu'on voit par exemple sur Bloc Info que la majorité des gens l'ont répété et ont proposé en effet une cotation par exemple autour de 7B. Et quand on voit que pour un autre bloc qui à la base était proposé à 7B, les cotations elles vont de 6B à 7C, ça donne parfois une bonne indication sur ah oui, du coup en fait en fonction un peu du style ou quoi, c'est cet échange communautaire qui permet d'affiner au final la cotation réelle des blocs. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Plus il y a de personnes qui y participent et plus on peut avoir une information pertinente sur la cotation d'un bloc, quoi. Trop bien. Et bah écoute, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces informations à propos de la météo et à propos de la forêt. J'étais ravi de pouvoir discuter tout ça avec toi. Et ben avec grand plaisir. Et puis c'était chouette de faire cet enregistrement au milieu des blocs, sous le soleil et dans la forêt. J'en profite pour inviter les gens à aller sur la page Blo Météo sur Instagram. Donc, Mhm. j'en profite aussi pour vous remercier, vous auditeurs, d'avoir tenu un certain temps avec nous et de nous avoir accompagnés dans cette petite balade en forêt de Fontainebleau. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc c'est Varap Podcast, et puis aller écouter le podcast sur votre plateforme de podcast favorite. Merci à tous et puis au mois prochain.